Le monde a mis des siècles à construire ses actifs, ses immeubles, ses forêts, son or, ses infrastructures, ses obligations. Des richesses colossales, réelles, tangibles, mais verrouillées, inaccessibles au plus grand nombre, totalement immobiles. Aujourd'hui, tout cela est en train de changer. Les actifs réels entrent dans l'ère numérique, fractionnables, liquides, programmables, ouverts à tous. C'est la révolution des Real World Assets. Et c'est le sujet de ce podcast. Real Assets, comprendre la tokenisation du monde réel. Il y a une phrase que j'ai souvent entendue quand je parle de tokenisation à des gens curieux, à des gens ouverts, mais qui ne viennent pas du monde de la technologie. Une phrase que j'ai toujours trouvée très honnête de leur part et directe, et qui, je pense, mérite une vraie réponse. Cette question, si je devais la résumer ainsi, c'est tout ça, c'est très bien, mais concrètement, ça marche comment ? Alors, ça va être exactement la question de cet épisode. On va entrer dans la technologie, et pas pour en faire un cours d'informatique. Ce serait à la fois, je pense, ici en podcast, inutile et assommant. Mais bel et bien parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre la révolution des RWA sans comprendre l'infrastructure même sur laquelle elle repose. Un peu comme on ne peut pas saisir la révolution industrielle sans, au fond, avoir une idée de ce qu'est une machine à vapeur. On n'a pas besoin des détails de l'ingénierie. L'essence du mécanisme, ce qu'il permet que rien d'autre ne permettait avant. On va avoir 3 piliers qui vont structurer cet épisode. Tout d'abord, la blockchain, qui est un registre d'un genre entièrement nouveau. Ensuite, on va aborder les smart contracts, qui s'exécutent finalement tout seuls, et les oracles, enfin, en troisième partie, qui sont des objets techniques au nom mystérieux, qui viennent faire le lien entre le monde numérique et le monde physique. Ce troisième pilier est d'ailleurs le moins connu, et pourtant, c'est peut-être le plus décisif pour les actifs réels. On terminera par un tour d'horizon des différentes blockchains sur lesquelles les RWA s'inscrivent aujourd'hui, et pourquoi ce choix de plateforme n'est pas une question anodine au fond. Allez, c'est parti. Alors, pour comprendre la blockchain, il faut d'abord comprendre ce qu'elle vient remplacer. Et ce qu'elle remplace, c'est le registre centralisé. Toute la finance moderne repose sur des registres. Votre solde bancaire, un chiffre dans le registre de votre banque. Votre titre de propriété immobilière, c'est une inscription dans le registre des hypothèques du notaire. Puis au service de publicité foncière ensuite. Vos actions en bourse, c'est une entrée dans le système d'Euroclear ou de Clearstream. Les chambres de compensation qui tiennent le grand livre officiel des titres financiers en Europe. Ces registres, ils fonctionnent. Ils ont fonctionné pendant des décennies, pendant des siècles, même pour certains. Mais ils partagent une caractéristique fondamentale, c'est qu'ils appartiennent à quelqu'un, à un tiers de confiance, comme on l'appelle, qui va être une banque, qui va être un notaire, qui va être une chambre de compensation, qui va être un État. Ils les gèrent, ils les maintiennent, ils les contrôlent. Et cette centralisation crée des fragilités que la crise de 2008 a rendues criardes, avec des possibilités de manipulation, une opacité des mécanismes, un risque de faillite du gestionnaire, un accès inégal selon les géographies et les niveaux de richesse d'ailleurs. La blockchain part d'une question radicale. Et si le registre n'appartenait au fond à personne ? Et si, au lieu d'être stocké sur les serveurs d'une banque, il était distribué entre des milliers d'ordinateurs dans le monde entier, de sorte qu'aucun acteur unique ne puisse le modifier seul, le falsifier, ou encore le détruire.
Voilà l'idée même fondatrice. Une blockchain est un registre distribué, partagé simultanément entre des milliers de participants, dont chaque entrée est cryptographiquement sécurisée et vérifiable par tous. L'image la plus juste que j'ai trouvée pour l'expliquer simplement, c'est peut-être celle-ci. Imaginez un livre de compte, non pas dans le coffre d'une banque, mais photocopié à l'identique chez des milliers de personnes dans le monde entier. Quand une nouvelle transaction est ajoutée, elle doit être validée par une majorité de ces personnes simultanément avant d'être inscrite. Et une fois inscrite, elle l'est dans toutes les copies à la fois de manière permanente et immodifiable. Pour falsifier ce registre, il faudrait modifier simultanément plus de la moitié de toutes les copies dans le monde, ce qui est, pour des raisons mathématiques et économiques, pratiquement impossible. La blockchain, c'est donc de la confiance sans tiers de confiance, de la permanence sans autorité centrale, de la transparence sans vulnérabilité centralisée, en bref, ce dont l'humanité, à mon sens, avait besoin. Pour les actifs réels, les implications sont immenses. Quand un immeuble est tokenisé sur une blockchain, eh bien, le registre des propriétaires de ces tokens n'est pas dans les serveurs d'une plateforme qui peut faire faillite, être rachetée ou décider de changer ses règles. Il est distribué, il est donc permanent, vérifiable par quiconque dispose d'une connexion Internet. Vous pouvez, depuis votre ordinateur, vérifier à tout moment qui détient quoi, depuis quand, et quel est l'historique complète de chaque transaction. C'est une transparence d'un jour nouveau, pas la transparence d'un rapport annuel préparé par l'émetteur lui-même. La transparence d'un registre qu'au fond personne ne contrôle et que tout le monde peut auditer. Prenons un instant pour comprendre pourquoi ce registre est réellement immodifiable. Eh bien, parce que c'est là que va résider l'élégance mathématique du système. Les transactions ne sont pas inscrites une par une de manière isolée. Elles sont regroupées en blocs. Chaque bloc contient un certain nombre de transactions, plus une information cruciale, ce qu'on appelle une empreinte cryptographique, ce qu'on appelle aussi plus particulièrement un hash. Et ce hash est le hash du bloc précédent. Cette empreinte, c'est une sorte de signature numérique unique qui résume tout le contenu du bloc antérieur. Ce mécanisme crée une dépendance en cascade. Pour modifier une transaction dans un bloc ancien, il faudrait recalculer son empreinte, ce qui changerait l'empreinte du bloc suivant, ce qui invaliderait le bloc d'après, et ainsi de suite jusqu'au bloc le plus récent. En recalculant simultanément la puissance de calcul de milliers de machines dans le monde, non seulement c'est techniquement herculéen, mais c'est, en plus de ça, économiquement absurde. Les acteurs qui maintiennent le réseau ont tout intérêt à son intégrité et surtout pas à sa corruption. Les blocs s'enchaînent, chacun dépendant de tous ceux qui le précèdent, d'où le nom de blockchain, la chaîne de blocs. Une chaîne qu'on peut allonger indéfiniment, mais dont on ne peut pas retirer un seul maillon sans absolument tout briser. La blockchain résout le problème du registre. Elle permet d'inscrire des transactions de manière permanente, transparente et décentralisée. Mais pour les actifs réels, il faut beaucoup plus qu'un registre. Il faut de la logique, il faut des règles, des conditions et des automatismes même. Et là rentrent en jeu les smart contracts. Un smart contract est un programme informatique qui va vivre sur la blockchain et qui s'exécute automatiquement lorsque des conditions prédéfinies sont entièrement réunies. Personne n'a besoin d'appuyer sur un bouton, personne n'a besoin d'interpréter les clauses. Le code lit les conditions, vérifie qu'elles sont satisfaites et exécute l'action correspondante. Seul, instantanément, et sans aucune erreur humaine possible. L'analogie la plus claire,
je pense, est celle du distributeur automatique. Ce fut d'ailleurs une analogie proposée dans les années 90 par le juriste et informaticien Nick Szabo, qui a inventé ce concept. Un distributeur automatique est en un sens un contrat intelligent primitif. Vous insérez la monnaie, vous choisissez votre produit, la machine vérifie que le montant est correct et distribue le bien. Il n'y a pas de vendeur qui décide ici de vous faire confiance ou non. Il n'y a pas d'interprétation des termes. Les conditions sont réunies et l'action s'exécute. Les smart contracts sur Ethereum fonctionnent exactement ainsi, mais avec une expressivité infiniment plus grande. On peut y écrire n'importe quelle logique. Distribuer des loyers chaque mois proportionnellement à la part de tokens détenus par chaque investisseur, bloquer un transfert de tokens vers un acheteur qui n'a pas complété sa vérification d'identité, et déclencher le remboursement d'une obligation à sa date d'échéance. On peut gérer les votes de gouvernance des détenteurs d'un fonds tokenisé. Toute cette mécanique, qui aujourd'hui mobilise des équipes juridiques, des banques dépositaires, des administrateurs de fonds, des agents de transfert, peut vivre dans quelques centaines de lignes de code s'exécutant automatiquement 24 heures sur 24, sans frais marginaux, sans délai et sans risque d'erreur administrative au fond. Pour illustrer concrètement, je vais reprendre l'exemple de Realty, qui est un pionnier de l'immobilier tokenisé, qui distribue les loyers de ses maisons chaque semaine directement dans les wallets de ses investisseurs via des smart contracts. Un investisseur qui détient pour 500 € de token d'une maison à Détroit reçoit automatiquement sa fraction de loyer chaque semaine. Quelques dollars qui vont être calculés à la seconde près et qui vont être transférés sans intervention humaine, comme je vous le disais. Si demain, cette plateforme cessait d'exister, je parle toujours de Realty, le smart contract continuerait, lui, de s'exécuter, tant que la blockchain elle-même fonctionne. Et vous voyez, c'est une rupture profonde avec le modèle traditionnel où chaque distribution de revenus passe par une chaîne d'intermédiaires, gestionnaires, banques dépositaires, agents payeurs, dépositaire central, chacun prélevant sa part, introduisant ses délais, mais également ses risques, d'ailleurs. Maintenant qu'on a les bases de la blockchain et des smart contracts, je pense qu'ils ont été clairement expliqués, parlons maintenant d'une couche technique qui est essentielle et que l'on mentionne vraiment très rarement, voire presque jamais, en dehors des cercles spécialisés. Et je parle donc des standards de tokens. Un token est un objet numérique qui est créé par un smart contract. Mais tous les tokens ne se ressemblent pas. Selon leur usage, leur nature juridique et les contraintes auxquelles ils doivent se soumettre, ils obéissent à des standards différents, des spécifications techniques qui définissent comment le token doit se comporter, comment il peut être transféré et quelles informations il porte. Le plus connu, c'est l'ERC20, le standard de base sur Ethereum. Un token ERC20 est fongible, chaque unité est identique à toutes les autres, exactement comme des billets de banque. C'est parfait pour représenter des parts d'un fonds ou des fractions d'une obligation, où toutes les parts ont la même valeur et les mêmes droits. Mais les actifs réels, eux, sont plus complexes. Ils impliquent des droits légaux, des restrictions réglementaires, des contraintes de conformité. Un investisseur européen ne peut pas forcément acheter un titre financier américain, par exemple. Un investisseur non qualifié ne peut pas accéder à certains fonds réservés aux professionnels. Un résident de certains pays peut être soumis même à des embargos. Et c'est pourquoi des standards spécialisés ont été développés pour les security tokens, les tokens représentant des titres financiers réels. L'ERC 1400 introduit la notion de tranche, différentes catégories de tokens au sein du même actif avec des droits différents. L'ERC 3643, aussi appelé TREX pour Token for Regulated Exchange, va encore plus loin en intégrant directement dans le token un système de vérification d'identité. Le token lui-même sait qui peut le détenir et refuse tout transfert vers une adresse qui serait non autorisée. Cette conformité embarquée dans le code, c'est une innovation majeure.
Plutôt que de surveiller après coup qui détient quoi et d'essayer de corriger des violations réglementaires déjà commises, la règle est inscrite dans le token lui-même. Elle s'applique automatiquement, sans intervention humaine, et ne peut pas être contournée. Pour les régulateurs, qui ont longtemps regardé l'écosystème crypto avec une grande méfiance, je pense que c'est un argument de poids. On arrive maintenant au concept le moins connu du grand public et pourtant absolument central pour les real-world assets. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est les oracles. Alors, voici le problème qu'ils viennent résoudre. Une blockchain est un système fermé hermétique, vivant dans sa propre réalité numérique. Elle ne sait pas ce qui se passe dans le monde réel. Elle ne sait pas que le prix de l'or a bougé aujourd'hui. Elle ne sait pas qu'il y a eu, par exemple, une tempête en Floride qui a endommagé l'immeuble tokenisé. Elle ne sait pas non plus que le loyer d'un appartement a été versé sur un compte bancaire. Et elle ne sait pas non plus que le bilan d'une entreprise, par exemple encore, dont vous détenez des obligations, vient d'être publié. Or, pour que la tokenisation des actifs réels fonctionne, les smart contracts doivent pouvoir réagir à ce qui se passe dans le monde physique. Distribuer un loyer quand il est reçu. Mettre à jour la valeur d'un actif quand son prix de marché évolue. Et même déclencher un remboursement d'assurance paramétrique quand un tremblement de terre atteint un certain seuil sur l'échelle de Richter. Suspendre un token quand l'actif sous-jacent fait l'objet d'une procédure judiciaire. Un oracle, c'est un système qui justement fait ce lien. C'est un service qui collecte tout un ensemble de données dans le monde réel, les prix de marché, les données météorologiques, les informations financières, les événements vérifiables, et va les injecter dans la blockchain de manière sécurisée et fiable, pour que les smart contracts, justement, puissent les utiliser. La difficulté est immense. La blockchain, c'est un environnement cryptographiquement sécurisé et décentralisé. Si on y injecte des données via une source unique et centralisée, on réintroduit exactement la fragilité qu'on cherchait à éliminer au fond. Un oracle centralisé pourrait être piraté, il pourrait être manipulé, il pourrait être même corrompu ou simplement d'ailleurs tomber en panne. Et si l'oracle qui donne le prix de l'or à votre smart contract est compromis, votre token d'or peut perdre toute connexion avec la réalité. C'est le problème qu'on appelle dans l'écosystème le problème de l'oracle, assez simplement. Et c'est Chainlink qui l'a résolu de manière la plus convaincante à ce jour. Chainlink, c'est un réseau décentralisé d'opérateurs d'oracle. Des milliers de nœuds indépendants qui collectent chacun des données de sources multiples, les agrègent et les soumettent à un mécanisme de consensus avant de les inscrire sur la blockchain. Plutôt qu'un oracle unique potentiellement manipulable, c'est une multitude d'oracles dont les réponses sont agrégées statistiquement, de sorte qu'une manipulation nécessiterait de compromettre simultanément une majorité de nœuds indépendants. Aujourd'hui, Chainlink sécurise des centaines de milliards de dollars de valeur dans l'écosystème DeFi. Et son infrastructure devient centrale pour les RWA. Quand un fonds tokenisé doit mettre à jour sa valeur liquidative quotidiennement, c'est un oracle qui injecte cette information. Quand un crédit carbone tokenisé doit être vérifié contre un registre international, eh bien c'est un oracle qui fait la vérification. Quand un contrat d'assurance paramétrique doit déclencher un paiement après un événement climatique, c'est encore un oracle qui confirme cet événement. Les oracles sont, en quelque sorte, les organes sensoriels de la blockchain. Sans eux, eh bien, elle serait aveugle et sourde au monde réel. Avec eux, elle peut réagir, elle peut s'adapter, elle peut exécuter des logiques complexes qui dépendent de ce qui se passe au-delà de ces frontières numériques. La blockchain n'est pas un objet unique, il en existe des dizaines, chacune avec sa propre architecture, avec ses compromis, avec ses forces et ses faiblesses. Pour les actifs réels, le choix de la blockchain n'est absolument pas anodin. Ethereum, c'est la référence absolue, vous l'avez compris. La première blockchain programmable, et elle héberge la grande majorité des projets RWA sérieux.
Sa sécurité est éprouvée, des centaines de milliards de dollars y reposent depuis des années sans aucun incident de protocole majeur. Son écosystème de développeurs est le plus vaste du monde. D'ailleurs, BlackRock, dont je vous parlais dans les épisodes précédents, a choisi pour son fonds de build la blockchain Ethereum. Et ce n'est pas un hasard. Pour des capitaux institutionnels, la sécurité prime sur tout. Et Ethereum est aujourd'hui la blockchain la plus sécurisée qui existe. Sa faiblesse historique résidait dans le coût et la vitesse de transaction. Une transaction complexe sur Ethereum pouvait coûter plusieurs dizaines de dollars en période de forte activité et prendre plusieurs minutes. La transition d'Ethereum vers un mécanisme de consensus plus efficace, le Proof of Stake, et l'essor des solutions de couche 2 comme Polygon ont très largement atténué ce problème. Polygon, qui fonctionne comme une surcouche d'Ethereum, permet des transactions quasi instantanées pour quelques centimes, tout en bénéficiant de la sécurité ultime d'Ethereum pour les règlements définitifs. Stellar, c'est un autre acteur important dans l'univers RWA pour des raisons différentes. Conçu dès l'origine pour les paiements et les actifs financiers, Stellar offre des transactions rapides et peu coûteuses avec une architecture qui facilite la conformité réglementaire. Franklin Templeton a choisi Stellar pour son fonds monétaire tokenisé. Et c'est un choix pragmatique pour une institution qui, justement, gère des flux de capitaux importants et a besoin d'une fiabilité opérationnelle avant toute chose. Solana est la blockchain la plus rapide du secteur, capable de traiter des milliers de transactions par seconde pour des frais très bas. Elle attire des projets RWA qui ont besoin de très hautes fréquences d'opération. Certains marchés de créances commerciales ou certains produits financiers à règlement quotidien. Sa faiblesse est une histoire de pannes répétées qui ont entaché sa réputation de fiabilité, même si l'architecture a été significativement améliorée. Et puis il y a Avalanche, avec son architecture multi-chaîne et la possibilité de créer des sous-réseaux avec leurs propres règles, qui a attiré des institutions qui souhaitent une blockchain semi-privée, conforme à leurs contraintes réglementaires, tout en bénéficiant de la sécurité d'un réseau établi. Enfin, des blockchains entièrement privées ou permissionnées, Hyperledger, Fabric, R3 Corda, Quorum, développé par JP Morgan, permettent à des consortiums bancaires ou à des institutions de déployer des registres distribués entre elles sans les exposer à un réseau public. Et ces solutions sont moins décentralisées, mais parfois plus adaptées à certaines contraintes réglementaires et de confidentialité. Le débat entre blockchain publique et privée, je le trouve structurant dans notre écosystème RWA. Les partisans des chaînes publiques arguent que seule une blockchain véritablement décentralisée offre les garanties de permanence, de transparence et de résistance à la censure qui font la valeur de la technologie. Les partisans des chaînes privées rétorquent que la confidentialité, la conformité et le contrôle sont des prérequis non négociables pour les institutions financières réelles. La réponse pragmatique qui émerge aujourd'hui est souvent une architecture de forme hybride. Une blockchain privée pour les opérations internes sensibles, ancrée périodiquement dans une blockchain publique pour la permanence et l'auditabilité. Le meilleur des deux mondes, ou du moins peut-être le compromis le plus opérationnel dans l'état actuel du cadre réglementaire. Revenons à l'essentiel, si vous le voulez bien. On a traversé des concepts techniques que sont la blockchain, les smart contracts, Oracle, les standards de tokens, l'architecture de réseau. Mais qu'est-ce que tout cela change vraiment dans la pratique ? Je vais vous faire une comparaison simple. Aujourd'hui, quand un fonds immobilier distribue ses revenus trimestriels à ses investisseurs, voici ce qui se passe dans les coulisses. Le gestionnaire calcule les montants dus à chaque investisseur, envoie des instructions à la banque dépositaire, qui les transmet à l'agent de transfert, qui notifie les dépositaires des investisseurs, qui inscrivent les montants dans leurs registres respectifs, qui enfin créditent les comptes. Ce processus implique entre 5 et 10 intermédiaires et prend plusieurs jours ouvrés
et va bien évidemment coûter plusieurs centimes par euro distribués en frais cumulés et génère un risque opérationnel à chaque étape de cette chaîne. Avec les outils que je vous ai décrits dans cet épisode, voici ce qui se passe. À la date prévue, le smart contract lit les données de détention de chaque adresse, calcule les montants proportionnels et exécute les transferts simultanément en quelques secondes pour quelques centimes de frais au total, pas par euro cette fois-ci, au total, sans aucun intermédiaire. Les 10 000 investisseurs d'un fonds tokenisé reçoivent leur distribution au même instant, avec une transparence totale sur le calcul effectué. Eh bien, voyez-vous, c'est une efficacité d'un ordre de grandeur qui est totalement différent. Et cette efficacité ne bénéficie pas qu'aux émetteurs, elle bénéficie aux investisseurs qui reçoivent plus et plus vite, avec plus de clarté sur ce qu'ils reçoivent et pourquoi. Mais l'enjeu dépasse la simple efficacité opérationnelle. L'infrastructure décrite ici permet quelque chose de philosophiquement nouveau. Des règles financières inscrites dans du code public, vérifiable et non manipulable. Un contrat qui s'exécute exactement comme il a été écrit, sans qu'aucun acteur puissant puisse décider de l'interpréter différemment selon ses propres intérêts. Et on vit une époque où on en a besoin, je pense. Dans un monde également où la confiance dans les institutions financières a été profondément érodée par toutes les crises successives. Eh bien là, c'est une proposition qui est d'une force remarquable. C'est pas un « faites-nous confiance, nous sommes une grande banque », mais plutôt lisez le code par vous-même, vérifiez les règles, auditez vous-même l'historique. La confiance n'est pas un acte de foi, c'est une démonstration mathématique. On vient de poser les fondations technologiques, on comprend maintenant ce qu'est une blockchain, ce que font les smart contracts, pourquoi les oracles sont indispensables et comment les différentes plateformes se positionnent. Dans l'épisode suivant, on va passer de l'infrastructure aux actifs eux-mêmes. Comment passe-t-on concrètement d'un immeuble réel ou d'une obligation réelle à un token qui circule sur une blockchain? Qui sont les acteurs impliqués dans ce processus? Les émetteurs, les custodians, les auditeurs, les oracles, les plateformes de distribution. Et surtout, quand on détient un token RWA, que possède-t-on vraiment d'un point de vue juridique? Cette question de la propriété réelle est peut-être, au fond, la plus importante de toute la série. Et la réponse est également plus nuancée, mais aussi plus fascinante qu'on ne le pense. Je suis déjà pressé de vous retrouver pour le prochain épisode. Vous venez d'écouter Real Assets. Si cet épisode vous a appris quelque chose, partagez-le. Cette révolution mérite d'être comprise par le plus grand nombre. Retrouvez tous les épisodes, les ressources et les références sur realassets.fr. À très bientôt.